Le CW originel créé par Paul Heyman dans les années 90 est rapidement devenu un symbole de la rébellion dans le monde du catch, se distinguant par son style brutal et son approche non conventionnelle. Cependant, après la fermeture de l'ECW en 2001, le nom a été ramené à la vie par la WWE en 2006. La version WWE de l'ECW, bien que très différente de son prédécesseur, a duré 4 ans, de 2006 à 2010. Et malgré des attentes élevées de la part des fans qui espéraient retrouver l'esprit sauvage de l'ECW originel, la version WWE a tout de même su offrir des moments mémorables et permis à de jeunes talents de se préparer à briller au sein du roster principal. Mais quels sont réellement les meilleurs aspects de cette réinvention de l'ECW? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et quel meilleur point de départ que l'introduction de CM Punk à la WWE? En effet, avant son passage à l'ECW, Punk était principalement connu comme un talent du circuit indépendant, ayant bâti sa réputation sur le ring de la Ring of Honor sans jamais avoir eu l'opportunité d'accéder aux grandes ligues. Bien sûr, tout cela allait changer lorsqu'il signa un contrat avec la WWE, et plutôt que d'être directement envoyé à Raw ou SmackDown, il fut intégré à cet écosystème à travers la branche de l'ECW. Et ce choix s'avéra payant pour lui, car même parmi les fans qui n'appréciaient pas cette nouvelle version de l'ECW, tous semblaient s'accorder sur une chose, ils aimaient CM Punk. S'il y avait bien un jeune talent dans cette version remaniée de l'ECW qui incarnait l'esprit de la promotion originale, c'était bien Phil Brooks. Son attitude de rebelle indépendant faisait une figure emblématique du style hardcore et underground qui avait jadis défini l'Extreme Championship Wrestling. C'est probablement pour cette raison que, réalisant son immense popularité, la WWE lui offrit le titre de champion du monde de l'ECW, qu'il remporta face à Johnny Nitro lors de l'épisode du 4 septembre 2007 lors d'un show hebdomadaire de l'ECW. Et vous connaissez la suite, une montée vers le roster principal, la célèbre pipe bomb, un règne de champion WWE de longue durée, puis une rupture brutale qui le poussa à s'exiler du monde du catch pendant presque une décennie, avant un retour fracassant à l'AEW, puis une autre surprise en revenant à la WWE. Oui, c'est une histoire connue de tous, une véritable légende du monde du catch. Et pourtant, tout cela n'aurait peut-être jamais eu lieu si CM Punk n'avait pas d'abord percé au sein de la réincarnation de l'ECW. On pourrait même dire que c'est l'un des éléments les plus marquants de l'existence de cette version de l'ECW sous la bannière WWE. Car si Phil Brooks n'avait jamais atteint le sommet au sein du roster principal, il est possible que nous n'aurions jamais vu ce changement d'attitude envers les catcheurs issus du circuit indépendant. Sans cette transition, des talents comme Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Balor ou encore AJ Styles n'auraient peut-être jamais atteint le niveau où ils se trouvent aujourd'hui. Mais le passage de CM Punk à l'ECW version WWE n'était pas le seul moment marquant de cette ère. D'autres événements ont également marqué l'histoire de cette version de l'ECW. L'un des plus notables fut sans aucun doute le fait que cette brand permit à Christian de remporter son premier titre mondial au sein de la WWE. Si vous êtes un fan de l'AEW aujourd'hui, vous savez à quel point Christian est impressionnant, mais les fans de la WWE et de la TNA le savaient déjà. Cela dit, même s'il a brillé dans ces deux promotions au début des années 2000, il y avait un sentiment que la direction ne le voyait que comme un homme de tag team, pas vraiment comme un potentiel champion du monde en solo. Heureusement, la nouvelle ECW allait changer cette perception. Car après avoir quitté la compagnie pendant un certain temps et s'être fait un nom à Nashville, le natif de Toronto fit un retour à la WWE. Mais cette fois, il ne rejoindrait pas directement le roster principal. Non, il ferait son grand retour sur la troisième brand, le CW. Certes, certains pourraient considérer cela comme un pas en arrière pour lui au départ, mais au final, ce fut la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Moins de concurrence dans les vestiaires lui permettait enfin de briller en tant que superstar en solo. Une première dans sa carrière sous le règne de Vince McMahon. Et cela fonctionna tellement bien pour lui qu'à l'événement Backlash du 26 avril 2009, il battit Jack Swagger pour devenir champion du monde de l'ECW. Oui, ce n'était pas le titre de la WWE, ni le titre mondial, mais cela restait un signe clair que les employeurs de Christian avaient désormais confiance en lui pour porter le flambeau. Il réussit tellement bien sa mission qu'il fut même de nouveau confié avec le titre mondial à 2 reprises dans les années suivantes. Cela aurait été-il possible sans son passage à l'ECW? Probablement pas, car cette période fut essentielle pour l'aider à franchir ce cap. Et la même chose pourrait être dite pour notre prochain sujet, quelqu'un qui trouva lui aussi sa place dans la troisième brand à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Quelqu'un qui allait se faire connaître sous le nom de Zack Ryder. En effet, à l'heure actuelle, il est facile de regarder quelqu'un comme Matt Cardona dans son incarnation de King of the Indies et de penser qu'il était destiné à réussir. Mais ce n'était pas toujours le cas. En vérité, lors de ses premières années avec la WWE à la fin des années 2000, il avait du mal à s'imposer de manière significative. Son plafond semblait limité au niveau de jobber de tag team. Heureusement, les choses allaient commencer à changer pour lui lorsqu'il fut transféré à l'ECW en 2009. Et la raison de ce changement est simple, c'est à ce moment-là qu'il développa un tout nouveau gimmick, celui de Long Island IZ. Mais qui était donc Long Island IZ?
Eh bien, c'était une caricature bruyante du fêtard de Long Island qui veillait toujours à avoir la peau bronzée, les cheveux teints en blond platine et un slogan Woo woo woo, you know it, qu'on pouvait entendre à des kilomètres à la ronde. Bien sûr, cela aurait pu n'être qu'un gimmick de bas de carte, et s'il avait été introduit directement à Raw, il est probable qu'il aurait fini par en être un. Mais grâce à la liberté qu'il a eue à l'ECW, Ryder réussit à transformer ce gimmick en quelque chose de plus grand, à tel point qu'il devient une véritable sensation culte. Et cette réussite culte ne fit que croître lorsqu'il fit son retour à Raw un an plus tard. Là-bas, il utilisa Internet d'une manière inédite dans le catch, en créant sa propre série YouTube The True Long Island Story. Et vous savez tout ce qui se passe après. La Ryder Revolution prit une ampleur folle au point qu'il devint pendant un certain temps la personne la plus populaire de toute la compagnie. Cela serait-il arrivé s'il n'avait pas d'abord réussi avec son gimmick de Long Island Icey à l'ECW? C'est difficile à dire, mais si l'on devait faire une supposition, on pencherait plutôt pour un non, car c'est là que les choses ont véritablement commencé à s'inverser pour lui. Cependant, tous les talents qui ont émergé de l'ECW n'étaient pas des surprises. Pour certains, cela était évident dès le premier jour qu'ils étaient destinés à être de plus grandes choses, et il y en avait quelques-uns auxquels cette affirmation s'applique particulièrement bien. Et sans surprise, l'un des plus évidents dans ce cas est notre prochain sujet, Bobby Lashley. En effet, on connaît tous désormais le palmarès de Bobby Lashley. 8 fois champion du monde, un record de 15-2 en MMA et l'un des hommes les plus durs de l'industrie aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il n'a pas explosé dès son arrivée sur le roster principal. Avant de devenir une star sur Raw et SmackDown, le puissant Lashley a d'abord passé un certain temps sur le roster de l'OVW puis celui de l'ECW, où il a perfectionné ses compétences. Bien qu'il ait déjà été une figure importante dans le show bleu avant que le CW ne devienne sa maison en 2006, ce n'était pas un pas en arrière pour lui, car à l'époque, il était encore assez chétif dans le ring. Heureusement, cette troisième brand a permis de l'aider à franchir ce cap. Car dès son arrivée sur le CW, il est rapidement devenu évident qu'il allait devenir une immense star. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en étant la force de la nature qu'il était, il n'y avait presque rien que ses adversaires pouvaient faire pour arrêter sa route de destruction à chaque apparition. Et cela l'a même mené à devenir presque immédiatement champion du monde de l'ECW. Oui, c'est vrai que cette victoire n'a pas été très bien accueillie par les fans de l'ECW de l'époque, car ils estimaient que le titre aurait dû être détenu par quelqu'un qui incarnait mieux l'esprit de ce que l'entreprise originelle avait représenté à ses débuts. Mais même si ces fans n'étaient pas heureux de cette décision, ils ne pouvaient pas nier la force de star qu'était Lashley. En fait, Lashley a tellement montré de star power en tant que champion du monde de l'ECW qu'il n'a pas fallu longtemps avant que Vince McMahon lui-même ne se mêle à l'affaire en lançant une rivalité avec lui, qui atteignit son apogée à WrestleMania 23 lors de la Battle of the Billionaires. Mais malheureusement pour Lashley, peu après cela, sa carrière a pris une pause, car pour des raisons qui restent floues, il a quitté la compagnie en 2008 et n'est revenu que 10 ans plus tard. Cela dit, la performance de Lashley au sein de l'ECW fut tellement marquante que lorsqu'il est finalement revenu, les fans se souviennent toujours de lui. De plus, son retour au sein de la WWE signifiait qu'il pourrait à nouveau interagir avec certains de ses anciens camarades de l'ECW, comme John Morrison et The Miz que nous allons maintenant évoquer. En effet, c'est une double entrée pour ce cas-là, car en 2007, The Miz et John Morrison étaient tellement étroitement liés que l'on ne pouvait penser à l'un sans l'autre. La raison de cette connexion était que c'était à ce moment-là qu'ils formaient une équipe de tag team, apparaissant principalement sur la brand de l'ECW durant ses premières années. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose dans le personnage de Mike Mizanin qui correspondait à l'esprit de l'original ECW, mais en 2007, la promotion n'était plus vraiment ce qu'elle avait été autrefois. Non, elle devenait plus une préfiguration de NXT, un endroit où les jeunes talents pouvaient être développés. Ce que les fans recherchaient alors, plus que tout, étaient des personnages divertissants, et c'était exactement ce que The Miz et John Morrison apportaient en abondance. Même lorsqu'ils étaient initialement rivaux sur le CW, ils avaient réussi à créer une rivalité captivante. Ainsi, il ne surprendra personne d'apprendre qu'une fois réunis et après avoir été chargés de batailler contre des talents comme Evan Bourne et Ricky Ortiz, ils ont remporté le même niveau d'engagement pour les fans. Cela les a amenés à devenir un peu plus une institution de la brand de l'ECW à cette époque. Oui, Miz et Morrison apparaissaient aussi sur d'autres shows, mais cela ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas engagés à aider l'ECW dès qu'il était temps pour eux de s'y produire. Ils ont continué à faire cela jusqu'au moment où ils se sont séparés au début de la décennie, et ont pris des chemins séparés pendant un certain temps, ces nouveaux parcours se jouant désormais exclusivement sur Raw et SmackDown. Bien sûr, une des raisons pour lesquelles ils ont tous deux quitté le CW à ce moment-là était que le CW était sur le point de disparaître. Mais avant qu'elle ne meure, elle a permis à une star sous-estimée de remporter pour la première fois un titre mondial. Cette star est notre prochain sujet et il s'agit de Chavo Guerrero. Nous savons tous à quel point Chavo Guerrero est talentueux, mais nous savons aussi que sur Raw ou SmackDown, il n'y avait absolument aucune chance qu'il gagne un titre mondial. La raison en est que Vince McMahon ne l'a jamais vu à ce niveau, et peu importe ce qu'il faisait, il était peu probable que le patron le voie autrement. Néanmoins, sur la relativement plus petite scène de l'ECW, cela ne posait pas le même problème pour le natif d'El Paso.
Cela a donc dû ressembler à une sorte de bénédiction déguisée lorsqu'en décembre 2007, après avoir été drafté là-bas, il se retrouvait avec un tout nouveau monde de possibilités à sa disposition. Fini d'être juste un cruiserweight, Chavo pouvait enfin se mêler aux grands noms dans la compétition en solo, ce qui signifiait des rivalités contre des noms comme CM Punk et MVP. Dans ces rivalités, il ne se contentait pas de servir de faire valoir, non, il était là pour être compétitif et même pour gagner. En effet, malgré le fait que Punk était clairement celui sur qui tous les yeux étaient tournés à ce moment-là, lorsqu'ils se sont affrontés le 22 janvier 2008 sur ECW TV, c'est le Texan qui a remporté le match, devenant ainsi le nouveau champion mondial de l'ECW. Comment Chavo allait-il avancer après avoir enfin remporté un titre mondial après plus de 2 décennies dans le business? Eh bien, il agirait comme un champion doit le faire, en défendant son titre contre tous les challengers. Certes, cette tactique ne s'est pas exactement terminée de la meilleure des manières puisque lors de WrestleMania 24, il a été éliminé en 11 secondes par Kane. Mais même si cela représentait la fin de sa seule course en tant que champion mondial, rien ne peut enlever à Chavo le fait qu'il ait été champion mondial. Il n'a pu atteindre un tel niveau que parce qu'un endroit comme l'ECW a existé. C'est vrai, il y a un avantage à avoir des lieux comme la version de l'ECW, même si ces avantages sont peu nombreux. Après tout, sans la reconnaissance de cette ancienne version de l'ECW en 2006, les fans de la WWE n'auraient probablement jamais été introduits à notre prochain sujet, Sheamus. Aujourd'hui, tout le monde connaît Sheamus comme l'homme qui a connu une ascension fulgurante vers la gloire sur le roster principal de la WWE lorsqu'il fait ses débuts en 2009. Après tout, il ne lui a fallu que quelques mois après sa première apparition à Raw pour battre John Cena et devenir WWE Champion. Cependant, ce que beaucoup ont oublié aujourd'hui, c'est qu'avant cela, Sheamus a passé un court moment sur le CW. Et c'est là que l'Irlandais a véritablement fait ses débuts auprès du public de la compagnie. Mais que faisait-il là-bas? Eh bien, tout a commencé le 30 juin 2009 dans un épisode de l'émission où l'Irlandais a fait sa première apparition en tant que heel. Ce fut sous cette facette de heel qu'il a entamé une rivalité avec Goldust, qui a duré quelques semaines. Une fois cette rivalité terminée et le Bizarre One bien battu, Sheamus a rapidement orienté ses attaques vers un nouvel adversaire, Shelton Benjamin. Malheureusement, avant que leur affrontement ne puisse atteindre son apogée, Sheamus a été déplacé à Raw, laissant cette rivalité en suspens. Ainsi, en un éclair, la courte mais significative période de Sheamus à l'ECW s'est terminée. Et bien que cette période a été brève et loin d'être la plus mémorable, il ne faut pas oublier que c'est à ce moment-là que Sheamus a eu sa première opportunité dans le système de la WWE, prouvant qu'il avait ce qu'il fallait pour réussir. Ce passage à l'ECW reste donc une victoire pour le troisième roster de la WWE, même si sa durée était relativement courte. Sans ce temps passé à l'ECW, il est possible que Sheamus n'ait jamais eu l'occasion de rejoindre le roster principal et de connaître son ascension sur Raw. Si cela ne s'était pas produit, nous n'aurions pas eu ces matchs mémorables contre des talents comme Drew McIntyre ou Gunther, un vrai regret. Mais Sheamus n'est pas le seul à avoir vu sa carrière décoller après son passage à l'ECW, puisque notre prochain sujet, Kofi Kingston, a eu exactement le même parcours. Tout comme son camarade irlandais, Kofi Kingston n'a pas été une star instantanée lorsqu'il a fait ses débuts avec la WWE au début de 2008. Non, avant de rejoindre Raw et de passer la première partie de sa carrière en tant que roi de la mid-card, il a d'abord fait une escale sur le CW. Cela ne surprend pas tant que ça car à cette époque, la marque anciennement Extreme était devenue un véritable terrain de développement, une sorte de précurseur de ce qui deviendra plus tard NXT. Il était donc tout à fait logique que le talent venu de Ghana fasse ses débuts sur cette scène. Ainsi, il n'a pas perdu de temps pour profiter de son temps d'écran, enchaînant les victoires rapides contre des talents locaux tout en restant fidèle à son gimmick jamaïcain d'origine. Cela lui permettait de maintenir une streak d'invincibilité pendant un certain temps, une streak qui dura jusqu'en mai de la même année. À ce moment-là, Kofi Kingston a encaissé sa première défaite face à Shelton Benjamin, mais son impact auprès des fans était déjà tellement fort qu'une défaite n'a pas eu d'importance. Car en à peine un mois, il a été appelé sur Raw où sa carrière a pris son envol. Et nous connaissons tous la suite, une décennie passée à construire sa réputation dans la mid-card, suivie d'un soutien massif des fans qui l'a propulsé à la victoire au titre mondial face à Daniel Bryan à WrestleMania 35. Et qui sait si Kofi serait arrivé à ce point sans son passage au sein de l'ECW, mais son passage au sein de la branche de développement a sans aucun doute joué un rôle dans son parcours. Chaque étape qui a mené à cette victoire historique a été cruciale pour sa carrière. Mais Kofi Kingston n'est pas le seul à avoir utilisé l'ECW comme tremplin pour sa carrière. Un autre exemple notable serait celui de Kurt Angle qui, après une carrière réussie au sein du roster principal, a cherché à démarrer une nouvelle phase dans sa carrière. Le passage de Kurt Angle au sein de l'ECW en 2006 a marqué un tournant important dans sa carrière, un moment qui fait écho à son expérience ultérieure à la TNA. Dans les deux cas, Angle a quitté des plateformes plus prestigieuses pour se réinventer, bien que les raisons de ces transitions soient très différentes. Son départ pour la TNA semble être un choix motivé par des décisions personnelles et professionnelles, tandis que son arrivée à l'ECW était en réalité une directive de la WWE elle-même. En effet, en mai 2006, lorsque Kurt Angle a appris qu'il allait être drafté vers l'ECW, il n'était pas content.
Il estimait que cette brand était inférieure à son niveau et ne correspondait pas à la réputation qu'il avait acquise en participant à des shows comme Raw et SmackDown. Malgré ça, il a fait de son mieux pour tirer parti de la situation et a rapidement prouvé qu'il faisait partie des plus grandes stars de la brand. Et comment a-t-il réussi à faire ça? Eh bien, Angle a abandonné les éléments comiques qui faisaient partie de son personnage pour adopter une version plus sérieuse, celle de la Wrestling Machine. Fini les blagues et les pitreries, cette version de Kurt Angle était celle du boss final, encore jamais vue auparavant de sa part. Son objectif était clair, prouver qu'il était le meilleur en dominant complètement ses adversaires match après match. Ce Kurt Angle impitoyable et sans compromis a mis en valeur ses compétences techniques et sa puissance physique. Au fil des semaines, à chaque fois qu'un adversaire montait sur le ring face à lui, c'était comme si leur sort était déjà scellé. Il était évident que cette période menait vers une confrontation pour le titre mondial de l'ECW, Angle étant destiné à détruire ses adversaires sur son passage. Malheureusement, avant que cette histoire ne se concrétise, le passage de Kurt Angle au sein de la WWE s'est terminé. Cette décision était liée à des problèmes personnels, principalement des problèmes d'addiction qui ont conduit à son départ de l'entreprise, l'emmenant à le retrouver du côté de la TNA, où il y a passé le reste de sa carrière et y est devenu l'une des figures les plus importantes de la compagnie. En effet, bien que la fin de son passage à l'ECW était décevante, elle a offert un aperçu de ce qu'aurait pu être cette nouvelle incarnation. Mais ce que les fans ont vu pendant cette période était l'une des meilleures choses produites par le CW durant sa réincarnation, montrant comment Angle aurait pu façonner la brand. Néanmoins, le passage de Kurt Angle à l'ECW n'a pas été la seule chose positive de cette période. Un autre grand moment était la création du groupe des ECW Originals, un clan qui est devenu l'un des plus appréciés de la compagnie durant son existence. En effet, lorsque l'ECW a été ramené à la vie, nous savions tous que nous n'allions pas retrouver la version des années 90, cette époque étant déjà révolue. Toutefois, nous voulions tout de même voir les anciennes légendes de la brand faire leur show, au moins pendant un certain temps avant de passer le flambeau à une jeune génération capable de continuer l'héritage dans le même esprit. Et bien que beaucoup de choses n'aient pas suivi le plan initial de manière parfaite, nous avons tout de même eu droit à une période où les originals de l'ECW se sont réunis pour former un groupe de face auquel nous pouvions nous attacher. Ce groupe a décidé de s'opposer au New Breed et ainsi des figures comme Rob Van Dam, Tommy Dreamer, The Sandman, Sabu, The Dudley Boys, Rhino, Stevie Richards et Paul Mahoney se sont retrouvés ensemble à nouveau, ravivant l'esprit de l'Extreme dans une dernière rébellion. Pour les fans qui cherchaient désespérément quelque chose de positif dans le CW de la WWE de l'époque, c'était un véritable bol d'air frais et un argument pour continuer à regarder. Bien sûr, il était un peu étrange que CM Punk rejoigne ce groupe, étant donné qu'il n'était pas vraiment présent durant la période originale de l'ECW. Mais la plupart des fans ont accepté ce choix car comme je l'ai mentionné précédemment, Punk était probablement le jeune catcheur sur le roster qui représentait le mieux l'esprit de l'ECW. Et cela lui a permis de se faire promouvoir en tant que face dans les rivalités qui ont suivi. À tel point que cette histoire a été si réussie que même après la fin de l'ECW, de nombreux membres des ECW Originals ont déménagé vers TNA, où ils ont créé cette même dynamique avec le groupe EV 2.0. Bien sûr, la différence était qu'aucun des éléments de l'ECW ne pouvait être utilisé à cause des droits d'auteur, mais cela restait une continuation valable de ce qui avait été amorcé quelques années plus tôt. Cela montre bien que même dans ses pires incarnations, le CW a donné naissance à des moments marquants qui ont perduré bien après sa disparition. Et comme on le sait tous, même dans ses versions les plus maladroites, le CW n'a jamais vraiment disparu. Et aura marqué l'histoire en étant l'un des tremplins vers le roster principal et aura forgé une époque et une destinée. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Vince encore une fois, merci à tous.